Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue dans le décryptage pour commencer ce programme du soir. Et c'est bien évidemment avec notre éditorialiste Mamadi Diouf. Bonsoir Mamadi Diouf et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Avec vous aujourd'hui, nous parlons du Niger, réécrire l'histoire générale du pays, l'un des clichés coloniaux. C'est l'ambition affichée par le général Tchiani. Il a mis sur pied un comité ad hoc pour la réécriture de l'histoire générale du Niger, l'un des clichés coloniaux parce qu'il estime que l'histoire actuellement servie sur le Niger est une histoire tronquée par la colonisation. Tout à fait. Il prend le cas du Niger, mais ce n'est pas propre au Niger. Il ne faut pas oublier qu'avec la colonisation, on a fait pratiquement comme si l'Afrique a commencé avec l'arrivée des colons sur le continent africain. Non seulement l'arrivée des colons, mais n'oubliez pas que ces gens sont venus déjà avec une idée qu'ils avaient par rapport aux populations africaines. Et c'est avec cette idée que les gens ont vécu pendant un temps dans cet espace africain. Regardez comment aujourd'hui, après 60 années d'indépendance, comment certains Occidentaux ont une image sur l'Afrique, sur l'Africain, qui n'a absolument rien à voir avec la réalité. Mais imaginez au temps colonial quel devait être le regard de ces Occidentaux sur les Africains qu'ils avaient trouvés sur place. Et ça amène à faire de l'histoire qui va être une histoire biaisée, parce que la personne a déjà son idée, elle a presque son jugement d'abord. En faisant sa recherche, il a déjà une idée sur le résultat et la conclusion de sa recherche. Mais quand c'est ces personnes qui ont fait l'histoire du Niger, mais il est clair que cette histoire qui a été présentée ne sera pas véritablement l'histoire du Niger, mais ça sera l'histoire du Niger vue par quelqu'un, et ça ne sera pas l'intégralité de l'histoire du Niger, parce que ces gens travaillaient sur des sujets qui les intéressaient. Des sujets précis. Alors, quel sera l'intérêt d'une telle initiative, vouloir réécrire l'histoire générale d'un pays? Moi, je trouve que l'intérêt est extraordinaire. Je dois rappeler que le RDA, ce parti qu'on appelle un parti historique, parmi ses objectifs, il y avait le fait de restaurer ce qu'ils appelaient la dignité africaine. La restauration de la dignité africaine commence par le fait que nous soyons nous-mêmes des Africains, que nous connaissions notre pays, que nous connaissions également notre histoire. Aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de nos pays, nous ne connaissons que très peu de choses dans notre histoire. Et très peu de choses qui nous ont été enseignées par ceux qui ont fait l'histoire à notre place. Dans beaucoup de nos pays, le débat a de tout le temps existé entre les historiens où, dès que quelqu'un s'est aventuré dans un domaine pour faire un travail de recherche, il se rend compte que ce qui a été écrit dans les ouvrages n'est pas ce qui est au niveau de la réalité. Donc, il y a ce besoin de réécrire l'histoire du Niger, tout comme l'histoire de l'Afrique, pour que deux choses puissent ressortir. La première chose, entre le 7e et le 15e siècle, c'est comme si l'Afrique n'a pas existé. Alors que l'Afrique a existé, vous avez d'autres sources d'histoire, en particulier ce qu'on appelle les sources arabes, avec le Tariq el-Fetash par exemple, ou bien le Tariq el-Soudan, écrit par Abdourahmane Sadi ou bien Mahmoud Kati. Mais quand vous lisez, vous avez tout ce qu'on dit sur les royaumes, alors que quand la colonisation vient, c'est comme si la colonisation a trouvé des Africains qui étaient au Niger, qui n'étaient pas organisés, qui ne savaient rien faire, comme ils disent, qui n'avaient pas d'écriture, qui n'avaient pas de civilisation, etc. Alors que ce n'est pas vrai du tout d'un point de vue historique, puisque vous avez d'autres témoignages qui montrent que ceux-là, quand ils sont venus dans ces espaces, ils ont trouvé des populations organisées à leur matière, mais il y avait effectivement une forme d'organisation économique, une forme d'organisation politique, une forme d'organisation militaire, une forme d'organisation sociale, contrairement à ce que le colon a pu faire croire. Mais rien que pour cela, parce que c'est prouvé par d'autres sources, il y a de quoi revenir là-dessus. En plus, le colon nous a amenés dans son terrain en nous disant la tradition orale, c'est pas crédible. Ce qui est bon, c'est ce qui a été écrit. Mais ce que le colon a écrit sur l'Afrique, ça vient d'où? S'il n'y avait pas d'écriture en Afrique, c'est de la tradition orale qui a été écrite. Mais qu'ils ont écrit à leur manière, alors que des historiens traditionnels
qu'on appelait parfois griots au niveau de nos sociétés existent, qui sont des détenteurs d'informations extraordinaires au niveau de nos pays. Mais dans la façon dont on a fait l'histoire, dans la façon dont nous avons continué à faire l'histoire après les indépendances, en suivant ce que le colonisateur avait fait, beaucoup de nos récits traditionnels, beaucoup d'anecdotes à l'intérieur de nos histoires sont laissées de côté parce qu'on considère que c'est de la tradition orale et on refuse de donner à cette tradition orale une certaine importance. Le Niger n'est pas allé totalement dans ce sens. Vous avez Djibo Badji qui est décédé, mais qu'on appelait également Dialba, qu'on considère comme un généalogiste, un historien, un griot, mais qui sur l'histoire des errements Songhai connaît ce que pratiquement peu de gens, pour ne pas dire ce que personne ne connaît. Mais quelqu'un comme ça, est-ce qu'on peut écrire l'histoire du Niger en se référant aux écrits des autres et en se disant que ce qu'il dit, c'est la tradition orale, on ne va pas prendre en compte ce qu'il dit. Mais ce cas qu'on retrouve au Niger, vous le retrouvez dans bien de nos pays où, effectivement, vous avez des gens qui détiennent une partie de notre histoire, mais le plus souvent, comme l'a dit Amadou Ampateba, ces gens sont partis avec ce qu'ils détenaient comme pan de l'histoire et il ne va pas être facile de le reconstituer. Mais cette initiative a son importance pour que ce qui peut être reconstitué le soit, et le soit de la bonne manière et avec exactitude, sans effectivement le cliché colonial. Alors, déjà, on sait que la tâche ne sera pas facile pour ce comité ad hoc. Il est dirigé par le professeur Maïkorema Zakari, qu'on connaît bien au Niger pour ses travaux en histoire et en archéologie. De quoi dispose-t-il déjà pour faire ce travail en matière de sources disponibles? Est-ce qu'ils ont l'essentiel d'abord pour faire ce travail et après on parlera des défis? Je me dis, quand on confie ce travail à un universitaire, un historien et un chercheur, on a tapé à la bonne porte d'abord. La deuxième chose, on a quelqu'un qui est déjà au niveau de l'université, qui est déjà dans la recherche et qui très certainement sur le Niger a fait lui-même des travaux ou a dirigé des travaux. Parce que ce qui existe dans nos pays, ce n'est pas seulement ce qui a été laissé par le colonisateur. Après les indépendances, dans nos universités, il est arrivé qu'on travaille sur une culture, sur une zone géographique. C'est vrai que le travail n'est souvent pas extrêmement large parce que de façon générale, difficile d'avoir une bourse pour un travail en histoire, difficile d'avoir un financement. Donc les étudiants veulent soutenir rapidement. Ils ne vont souvent pas vers ce qu'on appelle le travail de première main, où c'est toi qui initie la recherche dans le domaine pour sortir les éléments d'information, parce qu'effectivement, c'est un travail qui demande des moyens. C'est là où il faut s'interroger sur qu'est-ce qu'on va mettre à sa disposition comme moyen humain, parce qu'il faut des hommes, des femmes pour faire ce travail, mais on ne leur demandera pas tout simplement faites-le de façon gracieuse. Il y a des expériences qui étaient là, l'histoire générale de l'Afrique, qui a été dirigée par le professeur Kizerbo, mais il a fallu que ça soit financé, et pas par les Africains, plutôt par l'UNESCO. Dans nos pays également, il y a des expériences au Togo, histoire générale du Togo, au Sénégal, histoire générale du Sénégal, où il y a 25 tomes qui avaient été dirigés, jusqu'à 25 tomes, dirigés par le professeur Ibader Thiam. Et là-bas, quand le problème des moyens s'est posé, le professeur Ibader Thiam, il m'a enseigné, il a été mon professeur d'histoire. Il a été le ministre de l'Éducation au niveau du Sénégal en prenant toute l'éducation, du préscolaire à l'université, enseignement technique, formation professionnelle, tout. Et il l'a admirablement géré. Donc c'était quelqu'un qui avait ce qu'il fallait, qui avait une certaine reconnaissance pour avoir formé un très grand nombre d'historiens. Eux, ils avaient pu juguler la question des moyens parce que beaucoup d'historiens qui étaient d'accord avec ce besoin, cette nécessité de réécrire l'histoire générale du Sénégal, avaient accepté de participer volontairement sans pour autant réclamer des moyens sur le plan financier. Alors, mais ça fait que c'est allé assez vite et je crois que c'est ce que le Niger va faire. Le Sénégal ne s'est pas contenté d'utiliser la méthode moderne, c'est-à-dire aller regarder ce qu'on a écrit et tirer dedans ce qui a été fait. Ils ont impliqué les connaisseurs de l'histoire d'un point de vue traditionnel, et même quand les premiers volumes sont sortis, vous avez des historiens traditionnels qui ont contesté ce que les universitaires ont écrit, et cela a soulevé des débats au niveau des médias sénégalais. Je crois que le Niger peut aller effectivement dans ce sens pour qu'on sorte cette histoire dans laquelle les Nigériens vont se reconnaître, une histoire qu'ils vont regarder froidement. Ce qui est joli dedans, on prendra. Ce qui n'est pas joli dedans, on prendra. Mais le tout se fera en toute fierté. Et ça rejoint ce que j'avais dit tout à l'heure avec
la restauration de cette dignité africaine dont parlait le RDA à l'époque. Alors, si je comprends bien, il y aura les sources orales, les sources historiques, traditionnelles sur le terrain, mais également la documentation qui est déjà un peu disponible. Mais à quels défis seront-ils confrontés? Je peux parler des défis économiques, défis sociaux, politiques, puisqu'on connaît la situation politique du Niger, la situation sécuritaire du Niger, la situation économique du Niger. Est-ce que tout cela ne servira pas d'obstacle sur le chemin de ces chercheurs? Bon, il y aura obligatoirement des obstacles. La recherche, quand on dit on fait de la recherche, ça veut dire qu'on va chercher des problèmes à la limite. Bon, c'est pourquoi certains disent on cherche... C'est des informations qu'on va chercher, pas des problèmes. Non, on va vers des problèmes. En fait, ce n'est pas qu'on va chercher des problèmes, mais pour obtenir les éléments dont on a besoin, on fait face à des problèmes. Dans l'histoire, il y a des questions où il y a de l'enjeu. Il y a eu un conflit entre deux chefs. Ouais. Vous voulez ramener ce conflit pour qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé. Mais quand vous rencontrez une partie et quand vous rencontrez l'autre partie, ne vous attendez pas à retrouver la même version. La même version. Et ça, l'historien le connaît parfaitement bien. Il fera pratiquement comme le journaliste en essayant de faire ce qu'on appelle une triangulation. Oui. C'est-à-dire écouter chaque partie parce que c'est les parties concernées, aller chercher une partie qui est neutre, qui n'est pas en position de prise de parti, aller chercher d'autres éléments d'information pour les mettre ensemble, pour essayer de voir comment, de façon la plus objective possible, restituer ce qui s'est passé. Ça va être déjà un obstacle. Parce que si vous venez chez moi pour voir l'histoire de mon grand-père, alors que mon grand-père a fait partie des colonisateurs, plutôt des collaborateurs des colonisateurs, ben, je ne risque pas de vous donner les informations qui vont démontrer que mon grand-père était un collaborateur par rapport à la colonisation. Donc il y aura cet obstacle par rapport aux personnes parce que quand on présente l'histoire, on révèle en même temps un certain nombre de choses. Ça va être un enjeu. Il y aura un second enjeu. Le Niger, comme le Sénégal, on a attendu trop tardivement avant de nous lever pour travailler sur l'histoire de nos pays. Au niveau des sources orales, qui pendant longtemps ont été négligées, mais qu'est-ce qui reste aujourd'hui véritablement? Si je reviens sur le cas de ce Dialba du Niger, que tout le monde reconnaît comme vraiment, à la limite, l'historiographe le plus important pour ce qui est de la culture Zerma et Songhai, il a eu 30 enfants. Tous ses enfants sont allés à l'école moderne. Aucun de ses enfants n'est venu prendre ce que lui, il avait pris de son père. Aucun. Sur 30 enfants. Actuellement, c'est plutôt une dame qui n'a rien à voir avec le Niger, une Suisse, une ethnologue, qui l'a enregistré sur 500 heures. Vous imaginez ce que ça fait comme information. Voilà une source, d'un point de vue historique, sur laquelle si on travaille, mais il y a plusieurs époques historiques sur le Niger sur lesquelles on va pouvoir travailler. Mais c'est une Suisse qui est venue le faire. Et elle a commencé à le faire depuis fort longtemps, depuis des années. Ce monsieur actuellement n'est plus même de ce monde. On rencontrera ce problème. Vous irez dans une zone pour essayer de connaître l'histoire. On va vous dire, oh là là, si vous étiez venu 10 ans plus tôt, parce qu'il y a un tel qui était là, qui maîtrisait cela. Et malheureusement, souvent, ce un tel n'est pas parvenu à transmettre ni par écrit, ni par une autre façon. Donc moi, je crois que la première chose à faire, c'est d'identifier ces personnes et d'aller collecter immédiatement ces informations. Les moyens modernes nous permettent des choses très faciles. Vous êtes journaliste, avec un dictaphone aujourd'hui, vous venez vous enregistrer la personne, vous avez un élément immédiatement électronique que vous pouvez mettre dans un ordinateur. Et immédiatement, vous pouvez transformer de l'écrit, de la parole plutôt en écrit, contrairement à ce que nous, on faisait quand on était à l'université. Voilà. Donc, il y a quand même une partie du travail qui est facilitée aujourd'hui d'un point de vue scientifique. Ils peuvent également faire ce qu'on appelle un appel à information où on a besoin d'un certain nombre de données, on lance l'appel puisque c'est un travail national pour que des Nigériens qui ont des données ou qui ont parfois même du matériel, parce qu'au Sénégal, ça faisait partie des surprises, vous aviez des familles qui sur plusieurs générations ont gardé des éléments précieux de l'histoire du Sénégal, y compris des écrits, mais que personne ne connaissait parce que pour la famille, c'était une fierté de garder de parent en parent une chose qu'il fallait transformer plutôt en patrimoine national. En faisant ce genre d'appel, soit les gens pourront accepter de mettre à disposition pour reprendre par la suite,
ou bien même, et c'est ce qui est l'idéal, de mettre à disposition de façon définitive pour que la conservation également puisse être assurée, parce que la conservation de ces documents également coûte de l'argent et souvent les familles ne sont pas en mesure de le faire. Au Sénégal, au niveau de l'IFAN, vous avez beaucoup de documents qui appartenaient à des familles qui finalement ont été confiés à cet institut fondamental d'Afrique noire qui s'appelle Cheikh Anta Diop aujourd'hui. Alors, très rapidement, à quoi tout cela va-t-il aboutir? Quelle sera la finalité? Pour moi, la finalité, elle est multiple. La première chose, les Nigériens vont écrire leur propre histoire. Et pour moi, c'est fondamental. C'est déjà une fin en soi. Oui, c'est déjà fondamental que ce soit des Nigériens qui écrivent leur propre histoire. Vous voyez souvent ces ethnologues et je ne sais pas, autres techniciens qui viennent, qui veulent nous expliquer pourquoi dans nos cultures on fait ceci, pourquoi on ne le fait pas. Est-ce qu'ils sont plus en mesure de le comprendre que nous-mêmes? Est-ce que le canal par lequel ils passent pour comprendre, c'est le meilleur canal? Alors que quand c'est les Nigériens qui vont faire ce travail, mais sur nos mythes, sur nos contes, sur nos proverbes, parce qu'il y a même de la philosophie dans notre culture d'un point de vue historique, mais que nous n'avons pas tracé comme ce que nous appelons philosophie aujourd'hui. Mais ils vont pouvoir retracer l'ensemble de ces éléments. Et ça permettra aux Nigériens de se rendre compte que, attendez, nous sommes allés apprendre beaucoup de choses à l'école de l'autre, mais il y avait des choses à apprendre, mais nous n'avions pas mis en place notre propre école. Mais le Niger va pouvoir mettre en place son école et avoir ce qu'on appelle véritablement une éducation nationale, où dans cette éducation, on fera en sorte que les jeunes Nigériens connaissent parfaitement bien leur pays, ce qui les rendra davantage Nigériens que quand ils apprennent plus les pays des autres. Ça, c'est un aspect. Il y a un second aspect, mais ça permettra de voir le décalage entre l'histoire qui a été écrite avec le cliché colonial et la réalité de l'histoire. Pour qu'on se rende compte de la fausseté, parce qu'il y a des faussetés dedans. Prenez les Tchaka Zoulou, prenez les Samori Touré, prenez bien des conquérants africains, des gens qui ont lutté contre la colonisation. De façon générale, la colonisation les a toujours peints de la façon la plus vilaine. De sorte que parfois même les Africains eux-mêmes s'en prennent à ces leaders africains. Alors que non, il faut sortir la vraie histoire pour qu'on sache que Béhanzin a existé. Le colon ne pouvait pas aimer Béhanzin pour des raisons évidentes, parce qu'il était un résistant. Mais ça, si on ne fait pas le travail, mais les enfants vont continuer à apprendre ce qu'on a écrit dans les livres. Donc ce fossé qui existe entre ce qui est écrit souvent avec le cliché colonial et ce qui sera écrit sans le cliché colonial est extrêmement important. Un dernier élément, ça permettra au Niger de montrer qu'il a une histoire. Parce que le colonisateur n'a pas, ils ont bien dit histoire générale, le colonisateur n'a pas fait l'histoire générale du Niger. Le colonisateur a écrit sur ce qui l'intéressait, ou ce qui était pour lui une curiosité. Mais il n'a pas fait l'histoire générale du Niger, donc ce livre pourra faire ressortir au niveau du Niger de bien des choses auxquelles les gens ne s'attendaient pas, et c'est ça également le travail de l'historien. Merci beaucoup à vous, Mamadi Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Que faut-il retenir de façon condensée de cette volonté des autorités nigériennes de réécrire l'histoire générale du pays? Mais une initiative salutaire pour le Niger, parce que pour être véritablement nigérien, il faut savoir qui on est. Comme le disait Senghor, bien qu'on l'accuse souvent de vouloir que de l'ouverture, Senghor parlait d'enracinement et d'ouverture. Pour s'enraciner, il faut connaître ses racines. Si on ne connaît pas ses racines, on ne peut pas s'enraciner. Il y a un Algérien également qui a été ambassadeur de l'Algérie aux Nations Unies qui disait, avant de recevoir quelqu'un, il faut avoir chez soi. Il faut que les Nigériens aient leur propre histoire avant de vouloir regarder également l'histoire des autres. Je crois que rien que pour ces deux raisons, c'est une initiative salutaire de la part des autorités nigériennes que de vouloir ouvrir ce chantier de réécriture de l'histoire du Niger, loin des clichés coloniaux. Merci beaucoup à vous, Mamadi Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Et merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Je vous retrouve tout à l'heure dans la suite du programme du soir sur Nour d'Info.